ça quelque part. On est resté coquille vide. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal rétrospectif de ce dimanche 16 octobre 2016, journal que nous avons le privilège de vous présenter. Félix Prosper Bass, non. Aujourd'hui, c'est le 16. 18. 17. Ah. Tu connais? Oui. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal rétrospectif de ce dimanche 16 octobre 2016, journal que nous avons, une fois de plus ce soir en tout cas, le privilège de vous présenter. Sur ce plateau, nous avons un invité à la personne de Gabriel Mokia, le président national du MDECO. Bonsoir Gabriel Mokia. Bonsoir monsieur le Voilà, on se retrouve avec lui ce soir pour analyser les questions d'actualité diffusées durant la semaine sur Canal Kin Télévision. Félix Prosper Bass, porte-parole de la MONUSCO, est revenu sur le rapport du patron de la mission des Nations Unies sur le rapport avec la situation qui se déroule présentement en République démocratique du Congo où l'insécurité bat son plein. Alors, le représentant du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo a estimé que la situation risquerait d'imploser en République démocratique du Congo. Les propos ont été également interprétés par Fidel Moussango, journaliste politique, analyste le 11 octobre, politique, suivant ce commentaire que nous propose Jacques Kalonji. Devant le membre du Conseil de sécurité, le patron de la MONUSCO a entretenu le Conseil à New York sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire, les défis auxquels la RDC est confrontée et l'appui que le Conseil de sécurité pourrait apporter aux efforts de la MONUSCO. Maman Sidikou parle d'une situation politique extrêmement fragile en RDC et un dialogue national aux avancées limitées. Monsieur Sidikou exprime toute son inquiétude face à ce blocage que nous avons vu dans le dialogue, que l'on voudrait peut-être un peu plus inclusif pour permettre à toutes les parties prenantes congolaises de s'asseoir autour d'une table et d'aplanir les divergences pour qu'on puisse aller de l'avant. Un rapport diversement apprécié par les acteurs sociopolitiques congolais. Fidel Moussango apprécie ces rapports qui, selon ces journalistes, présentent bien la réalité de la vie politique congolaise. Il a donné un rapport correct pour dire attention, intervenez vite avant que ça n'explose au Congo. Il a prévenu. Il a prévenu les rapports qui lui arrivent chaque jour. On arrête, on arrête, on arrête. On a tellement arrêté, au lieu de les libérer, on continue encore à arrêter parce qu'il y a hier, on a arrêté Tchibala. C'est une patate chaude qui va exploser entre les mains de ceux qui entretiennent cette crise. Bêtement, pour des motifs qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Pourquoi se comporter comme ça dans une république, hein? Ça va exploser entre leurs mains. Et ce jour-là n'est pas lointain. Dans son rapport, Maman Sambo Sidikou souligne que, je cite, la période à venir sera presque certainement difficile et le point de bascule dans la violence grave peut être atteint très rapidement. Fin de citation. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, le parti cher à Etienne Tshisekedi Wamulumba, a dénoncé dimanche dernier l'arrestation à Kinshasa de son secrétaire général adjoint et porte-parole, Bruno Tchibala, suivant ce reportage que nous propose Laetitia Levozo. Les
Les ténors de l'opposition et le rassemblement dans les collimateurs du procureur général de la République commencent à tomber. Après Moïse Monidela, incarcéré à la prison centrale de Makala il y a presque un mois, le secrétaire général adjoint de l'UDPS, une autre victime de l'information judiciaire ouverte par Flori Kabange Numbi, après les événements malheureux des 19 et 20 septembre dernier à Kinshasa. Il a été arrêté le dimanche dernier à l'aéroport international d'Ndjili alors qu'il s'apprêtait pour se rendre à Bruxelles. Son passeport a été confisqué et il a été arrêté manu militari au bureau de la Direction générale de migration et maintenant il séjourne à la police judiciaire de parquet communément appelé casier judiciaire. Des sources proches des services du procureur général de la République, les noms de Tchibala figurent sur la liste des opposants dont l'interdiction de sortir du pays a été signifiée par le procureur général de la République et transmis leurs noms au service des frontières avec l'ordre de les arrêter. L'UDPS, par son secrétaire général, exige la libération de Bruno Tchibala. Au cas contraire, ils iraient tous à la rencontre du procureur général de la République et l'UDPS estime que c'est une provocation de la part des instances judiciaires. L'UDPS avait déjà prévenu le pouvoir qu'elle ne tolérera pas ce genre de provocation. Pour l'UDPS, c'est une provocation. Et je regrette qu'au stade actuel de l'évolution politique de notre pays, que le régime continue à prendre des risques, je dis bien des gros risques, qui peuvent tout chambarder. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que le procureur ose arrêter un haut cadre du parti pour des événements du 19 et du 20, alors que l'UDPS a déposé une plainte en bonne et due forme. Là où nous avons cité des noms, le procureur jusqu'aujourd'hui n'a jamais interpellé toutes ces personnes citées par nous. Et nous ne savons pas à quel niveau se situe le dossier parce que lui-même nous a répondu qu'il avait, désigné ou qu'il avait remis les dossiers entre les mains de l'auditeur général. L'auditeur général, à son tour, nous a répondu pour dire qu'il était incompétent, qu'il a retourné les dossiers auprès du procureur. Vous voyez un peu ce jeu de ping-pong. Le groupe parlementaire UDPS et Alliés vient de suspendre Sami Badibanga de son poste de président du groupe parlementaire. Il lui est reproché de participer au dialogue politique actuel, en contradiction des aspirations politiques de partis respectifs dont sont issus les élus membres du groupe parlementaire UDPS et Alliés. Ce poste du président est alors confié à ce jour au député national Fabien Moutombe. Suivant cette déclaration du groupe parlementaire UDPS et Alliés, lu par Jean-Claude Mvemba, lui aussi actuellement reconnu comme vice-président du groupe parlementaire UDPS et Alliés. Suivant. L'Assemblée plénière du groupe parlementaire UDPS et Alliés, validant la position de son bureau, réaffirme qu'en tant que groupe parlementaire évoluant au sein de l'Assemblée nationale, en cette législature, est constitué des députés nationaux élus de l'UDPS Tshisekedi et de ses alliés, parmi lesquels des leaders de partis politiques composant le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Nul n'est nullement partie prenante au forum se tenant au Kanchachi sous la facilitation de M. Eden Koudjou. Le groupe parlementaire UDPS et Alliés, siégeant en assemblée plénière, à l'unanimité réaffirme qu'il demeure foncièrement lié aux options levées par les partis politiques dont sont issus ce membre, options politiques véhiculées par le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, président du comité du SAGE du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Par conséquent, pour raison d'ordre d'éthique et de discipline, l'Assemblée plénière du groupe parlementaire UDPS et Alliés s'est saisie de cas de ce membre qui, par esprit d'aventure, malicieusement nuisent à l'honneur et à la dignité du groupe, brillant par leur déviationnisme en servant des causes occultes et le statu quo pendant que, prestement, la nation congolaise s'engage dans le schéma irréversible du changement et de l'alternance. Ainsi, pour mieux assurer son avenir politique, le groupe parlementaire UDPS et Alliés, siégeant à l'Assemblée plénière, à l'unanimité de ce membre, s'est résolu 1. De la suspension des honorables Sami Badibanga Tita et Ami Amatobe Nyongolo du groupe parlementaire UDPS et Alliés
et, par conséquent, de leur déchéance des fonctions respectives, le président et le rapporteur adjoint du dit groupe. 2. De la configuration de son bureau qui désormais se présente comme suit. 1. Président, honorable Fabien Moutom. 2. Premier vice-président, honorable Jean-Claude Vouemba. 3. Deuxième vice-président, honorable Papi Nyango. 4. Rapporteur, honorable John Kolela. 5. Rapporteur adjoint, honorable Léon Moubikaï. Gabriel Mokia, vous avez suivi le premier rapport, d'abord en rapport avec le premier reportage plutôt en rapport avec le rapport du représentant secrétaire national des Nations Unies, secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Maman, où il craint de tensions actuellement au pays. Il dit que le pays risque d'imploser. Voilà pourquoi il demande que les États-Unis voient un peu rapidement comment intervenir. Merci La beaucoup. crainte de débordement des tensions au pays. Merci beaucoup. Je ne peux pas imaginer que même la MONUSCO puisse craindre les débordements auprès des hommes politiques pour le moment. Non, la MONUSCO est là pour mettre fin à tout désordre de la République démocratique du Congo, qui a, les pays qui a été recollé grâce à la magie de la communauté internationale, dont eux, ils sont venus représenter la communauté internationale pour mettre l'ordre dans la gestion et surtout dans nos territoires et provinces héritées de la colonisation. Mais si les sécurisateurs, lui-même il commence à trembler maintenant devant cette affaire, mais je crois que la mission de Maman est de dire à M. Kabila, il faut respecter la Constitution. Les troubles qui s'avissent maintenant pour les jours à venir dans notre pays, c'est le non-respect de la Constitution. Il n'y a pas autre chose que ça. Imaginez-vous que Kabila aujourd'hui dise que tout ce qu'on fait là, ça ne me concerne pas. Moi, je respecte les mandats, les 2 mandats qui m'avaient été confiés par la Constitution. Qui va faire accord de déclaration, qui fera accord de déclaration. Alors, maintenant... Donc, c'est dans ce cadre-là que la MONUSCO peut s'appesantir pour dire au secrétaire général des Nations Unies que rien ne peut se faire de cette façon au Congo pour que nous puissions aussi rester tranquilles et retourner dans nos pays respectifs. Il faut que M. Kabila respecte la Constitution. Maintenant, avec des arrestations de part en part, surtout du côté de l'opposition maintenant, Gabriel Mokia, ça vous dit quoi? Est-ce que ça vous inquiète? Parce que maintenant, devant citer, il y a Moïse Monidela qui est en prison, Bruno Tshibala en prison, alors qu'il y avait d'autres opposants qui étaient déjà bien avant en prison, qu'on voulait qu'ils sortent, mais maintenant, on ajoute d'autres. Gabriel Mokia. Mouyambo, c'est mon meilleur ami. John Dongala, c'est mon meilleur ami. Bruno Tshibala, c'est connu depuis les années 70. On est ensemble avec Bruno Tshibala. Et Monidela, c'est mon meilleur ami. Il n'y a pas longtemps avant qu'ils soient arrêtés, ils étaient venus me poser quelques questions au bureau. On a parlé comme état des hommes politiques. Je ne peux pas rester indifférent de leurs arrestations. Donc j'ai toujours plaidé. Et maintenant, je rentre dans les cas de la plaidoirie à faveur de Moïse Monidela et de Bruno Tshibala, qui sont mes meilleurs amis. Je n'ai jamais eu un problème avec eux et j'en aurai pas. Mais tout ça, ce sont des frustrations. Quand on est fait mandat, on ne peut plus créer des troubles. Parce que, imagine-toi, parmi tous ces arrêtés-là, il y a un qui devient aujourd'hui, par la magie de Dieu lui-même, président de la République. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'il règle les comptes à M. Kabila. Moi, qui est président de la République, je veux sortir. Je veux faire comme Obama. Vous voyez le président américain, hein? Tu le vois avec les petits-enfants, même mes petits bébés de 4 ans, en train de courir avec eux. Et les petits, les là, c'est les pierres. Obama rétorque. Donc, il va laisser l'Amérique calme, non comme George Bush avait laissé les Américains. Pour monter dans un avion, il faut être pieds nus. Toute personne où tu dois être fouillé, ça c'était une Amérique agitée. Maintenant, l'Amérique calme, c'est ce qu'Obama est en train de faire. Mais quand M. Kabila lui-même, qui est le garant de l'unité nationale, le garant de la Constitution, veut faire du trouble dans la Constitution, il s'expose à quoi? Ces arrestations-là n'ont pas les raisons d'être.
il y a l'article 26 de la Constitution qui sécurise tout manifestant, quels que soient les débordements. Parce qu'il y a un rapport avec l'arrestation de Bruno Tshibala, c'est qu'il y a une réquisition du procureur général où on a énuméré autant d'opposants. Cela suite aux manifestations du 19 et 20 septembre dernier. Alors ces opposants ne peuvent plus quitter le territoire national. Bruno Tshibala a osé, on l'a arrêté. Alors si les autres osent aussi, ils seront arrêtés. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on est à la chasse maintenant de ces opposants. Il n'y a pas de problème. Mais le procureur de la République doit savoir qu'il ne gère pas des moutons ni les animaux, il gère les êtres humains comme lui, qui ont fait aussi de bonnes études aussi comme lui. Je lui ramène toujours dans l'article 26 de la Constitution. Nous tous, nous étions sur les bancs de l'école. Quand les manifestations sur la voie publique sont autorisées, et le gouvernement récupère tous ces bus, il garde ces bus quelque part, et les gens ont peur. Maintenant, la population sort à pied pour rejoindre les lieux où le gouverneur de la ville a indiqué que c'est ici que vous allez vous rassembler pour prendre la route du boulevard de Lumumba jusqu'à côté du stade. Les gens qui doivent venir marcher ne doivent pas venir d'une seule commune alimentée, et c'est tout. Ils doivent venir de part et d'autre. Mais à ce moment, quand la police tire des balles pour les manifestants à pied rejoindre les lieux où on va commencer. Mais ces gens-là, est-ce que vous ne pouvez pas imaginer que... Là, il n'y a pas d'infraction. Hein? Donc là, la police tue. On ne sait pas si c'est une police congolaise ou une police étrangère qui s'est mêlée dans notre police. Mais là, dès le départ, vous devez déterminer la responsabilité de la police qui avait tiré avant que ça dégénère. Voilà. Alors, quand on va maintenant se rabattre sur les organisateurs, là vraiment l'État congolais a échoué, a failli vraiment à sa mission. Merci. C'est ce dimanche 16 octobre 2016 qu'interviendra la signature sanctionnant plutôt la fin des travaux du dialogue national politique, facilité jusqu'ici par Edem Koujo, lui qui est accepté comme facilitateur. Mais cela, pour quelle solution politique pour le pays, suivant cette réflexion que vous propose votre rédaction? Après plus de mois d'échanges dans le cadre du dialogue politique entre la majorité présidentielle, l'opposition pro-dialogue et la société civile, et après plusieurs moments d'interruption dus aux calculs politiciens, enfin, c'est ce dimanche 16 octobre que la signature sanctionnant la fin de ces assises pourra intervenir, bien que les divergences sont encore perceptibles dans la classe politique congolaise avant la fin du mandat du chef de l'État Joseph Kabila. Pour certaines dispositions de cet accord, le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'organisation prochaine de l'élection de son successeur. Mais à quelle date, rien ne semble être indiqué clairement. Une position que le rassemblement des forces politiques et sociales accuse au changement n'aime même pas entendre pour ce regroupement politique hors le dialogue de l'Union africaine. Au 19 décembre 2016, il faudra appliquer le régime spécial, c'est-à-dire trouver une autre équipe qui devra conduire le pays aux élections. Devant cette divergence perceptible, peut-on attendre une résolution idoine, sécurisant la paix au pays après la signature de cet accord non inclusif, du reste pas trop accepté par la population? Pour certains diplomates, la signature de cet accord ne sanctionnera pas la fin des pourparlers. Il y aura, après cet accord, la poursuite des pourparlers entre Congolais qui devront connaître la participation des acteurs du rassemblement. Pour certains observateurs, cette démarche risquera encore de tirer les choses à longueur, étant donné que le rassemblement s'écampe au respect de la Constitution par la tenue de l'élection présidentielle en 2016 ou par le départ du chef de l'État par le fait de n'avoir pas organisé les élections dans le délai constitutionnel. Si le contraire arrivait, c'est-à-dire le rassemblement acceptait la démarche de la Cité de l'Union africaine, selon les observateurs, l'autre combat va s'ouvrir entre les opposants. C'est celui des postes. Dans ce cas de figure, le rassemblement risquera de réclamer la primature, ce qui pourrait mettre en porte-faux Vital Kamerhe, aujourd'hui pressenti Premier ministre. En tout état de cause, l'essentiel est que les Congolais s'entendent. Faute du quorum non atteint.
Cour constitutionnelle pour siéger sur la requête de la Commission électorale nationale indépendante concernant le report des élections au-delà du délai constitutionnel. L'audience qui était prévue pour ce vendredi 14 octobre a été simplement renvoyée au lundi 17 octobre prochain. Alenoka, Viambat, reportage. La séance d'audition de la réponse à la requête de la CENI par la Cour constitutionnelle relative au report de la convocation et de l'organisation des scrutins a été reportée pour le lundi 17 octobre 2016 sur décision du président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba, vu le quorum non atteint des membres de la délégation. À Kinshasa, faire attendre les partis pendant plus longtemps. Alors, nous allons donc renvoyer cette cause au lundi et nous considérons que c'est une remise contradictoire à ce qui concerne la CENI. On n'attendrait plus de recevoir une notification de date d'audience. Après cette décision de la Cour sur le report de l'audition, Rossard Malonda, secrétaire exécutif national de la CENI, n'a pas manqué d'apprécier la démarche de la Cour. Nous respectons la procédure de la Cour. Elle était là présente et prête à donner toutes les explications techniques nécessaires. Et nous attendons lundi. Nous serons là encore lundi. La matière est essentiellement technique. Je ne suis pas très sûr que ce soit une question de droit ici. Et dans le cas où une question de droit sera posée, dans l'équipe technique de la CENI, il y a bien de compétences. Mais en la matière, puisqu'il s'agit d'un avis technique que la CENI va fournir, dans son rôle d'expert technique des institutions, la CENI sera là, toujours représentée par l'équipe technique qui a reçu le mandat et la procuration spéciale. Le matériel de la Commission électorale nationale indépendante pour l'opération de l'enrôlement a été visité par le vice-président de la CENI, accompagné par une forte délégation. Norbert Bassengezi. Reste formel, la population et les partis politiques doivent se préparer pour l'enrôlement. Suivant ce reportage, une fois de plus, d'Alenoka et Viambata. Une visite effectuée dans les entrepôts de la Commission électorale nationale indépendante située à l'aéroport international d'Ndjili par le membre de la plénière de la CENI, conduit par le vice-président de cette institution, Norbert Bassengezi, d'une part, la MONUSCO et le PNUD d'autre part. Il a été question de visiter les kits électoraux composés des films de plastification des cartes d'électeurs et les cartes d'électeurs proprement dites qui seront déployées à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo en vue d'accélérer avec l'opération d'enrôlement d'électeurs. Cette visite commune effectuée par la CENI, la MONUSCO et le PNUD intervient dans le but de se rendre compte de l'état d'entreposage de ces matériels électoraux et s'assurer également de l'avancement des travaux de construction dans notre entrepôt mis à la disposition de la CENI par la RVA. À cette occasion, Norbert Bassengezi, vice-président de la CENI, a invité la population à se préparer pour l'opération de la révision du fichier électoral par l'enrôlement. Nous sommes déterminés à organiser ces élections-là. Lopez, nous avions seulement 10 000 kits en 2005-2006. Maintenant, nous en aurons 20 200. Celui qui ne croirait pas à cela devrait y croire. Nous avons doublé ce nombre de kits pour aller vite parce que nous avons enrôlé maintenant 45 millions. Comme tu avais besoin de l'assurance, cette présence journalière, quotidienne, ici, cette présence à partir de demain, toutes ces missions, tout le monde doit quitter Kinshasa, sauf l'équipe qu'on appellerait utile et nécessaire pour aller à Gemena. Gabriel Mokia, c'est probablement aujourd'hui qu'on pourra alors apposer la signature sur l'accord cadre, enfin l'accord politique, par vos collègues politiques qui se sont rencontrés depuis bien longtemps à la Cité de l'Union africaine. Mais une question de curiosité, Gabriel Mokia. Vous n'êtes ni avec ceux qui sont à la Cité de l'Union
africaine, vous n'êtes ni avec le Rassemblement, mais vous êtes où, effectivement? La chauve-souris? Je suis avec mon parti politique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je suis en train de voir l'évolution de la chose dans notre pays. Mais malheureusement, c'est moi qui récolte des insultes de la part de certains grands partis politiques avec les militants qui ne sont pas bien éduqués. Qui sont là que pour des injures. Bon, là, c'est les militants. Alors, l'accord politique va intervenir. Bon, nous avons raté le bus. Moi, avec... Vous n'êtes pas en intelligence avec ces gens? Non, moi, je ne suis pas en intelligence. Moi, avec ceux qui sont en dehors de ces accords, n'est-ce pas? Mais l'erreur, notre erreur seulement, c'est qu'on n'a pas voulu aller contraindre ceux qui sont au Mongalema concernant l'article 75 de la Constitution. Nous avons laissé l'ouverture à ce que cet article soit violé par ceux qui gèrent la République aujourd'hui. Et cette erreur, je crois qu'on doit seulement se taire. Ce qui s'est passé, avant de compter sur Dieu, il faut d'abord compter sur vos propres efforts. Moi, j'ai fourni un effort considérable pour remplir les bus dialogue avec des amis. Mais moi, je ne représente rien parce que je suis seulement seul. Avec les amis, les Jean-Lucien Boussa... tout ça. Bon, maintenant, j'aurais voulu qu'ils mettaient en boîte les pas. Il ne faut pas seulement compter sur la force, le biceps. On peut ne pas gagner le pouvoir par les biceps. Parce que ce qui s'est passé au Burkina Faso, peut-être ça peut rater ici comme ça a raté au Burundi. On va récolter que des morts. Mais avec les bagages intellectuels que nous disposons, puisque j'ai vu des trous, les billes à marquer pour ces dialogues, mais je me sentais seul. Je ne pouvais pas y parvenir parce que... En d'autres termes, si le rassemblement, l'UDPS et les autres avaient bougé, Gabriel Mokia se sentirait alors accompagné et il bougerait aussi, il serait dans le dialogue, c'est ça? Accompagné avec une force, y compris les amis qui sont là, certains de l'opposition, allaient bouger pour que l'article 75 soit respecté. C'est ça, mon combat c'était ça. On signe l'accord déjà aujourd'hui, sans le rassemblement, sans Gabriel Mokia. Est-ce que vous voyez qu'on aura alors trouvé solution à la crise qui se pose au pays? On n'aura pas trouvé la solution. Et alors pourquoi? Le gros de l'opposition est dehors. Les décisions qui seront prises seront d'application. Ça, il faut s'attendre. Seront d'application. Maintenant, ceux qui n'ont pas pu prendre part, je crois qu'on va se remettre dans la rue. Mais si la rue peut bouger que 2 ou 3 jours et on se fatigue, Mongalé m'a gagné. C'est important. Vous avez compris mon raisonnement? Ça, Mongalé m'a gagné pour une période de 3 ans. Et que répondez-vous à ceux-là qui disent que Mokia a déjà envoyé ses acolytes, lui stratégiquement parce qu'il n'a pas voulu être sali par la population, il reste à l'extérieur, mais il est dedans. Mais quand je vous dis ici que j'ai rempli le bis dialogue, vous croyez que je suis en train de mentir? D'accord. J'ai rempli le bis dialogue. Mais le bis dialogue avec les autres n'ont pas pu répondre favorablement à mes revendications, c'est-à-dire la libération des 10 Capins et compagnie, les militaires de Jean-Pierre Mbemba, la restitution de mes biens et la libération de Diomé Mouyambo. C'est ça que, bon, maintenant pour moi aussi, Tibala et l'autre, mon ami qui est arrêté. Monidela. Mais comme je ne suis pas entré, je ne fais aucun jet, mais je dis toujours, j'avais demandé il n'y a pas longtemps, limiter, venez, on va envahir ces gens pour sauver ne fût-ce que les meubles. Je récoltais les injures. Maintenant, je fais quel jet? Mais je le dis non, est-ce que moi j'ai voilé la face? Je vous dis, voilà ce que je fais. Mais comme on n'a pas pu régler ceci, mais je suis là, je suis en train de regarder à la maison. Élection, Gabriel Mokia, vous aviez suivi la CENI qui se prépare. D'un côté, elle réclame le report auprès de la Cour constitutionnelle parce que techniquement, elle n'est pas en mesure d'organiser des élections dans le délai constitutionnel. De l'autre, elle réceptionne les kits pour l'enrôlement. Le dispatching a déjà commencé pour les nouvelles provinces.
Gabriel Mokia, est-ce que le MDECO se prépare conséquemment pour les élections à venir? J'avais déjà dit à plusieurs reprises, la CENI joue le jeu de la majorité. Ça, ce n'est pas une CENI que vous regardez. C'est comme si ton ennemi juré, il devient juge. Et toi, tu as un problème. Hein? Et tu vas auprès de ton ennemi. Qu'est-ce que tu peux récolter? Ah oui, c'est ça la CENI. La CENI est majorité. Hein? Est féodée dans la majorité. Tout ce que nous faisons, tout ce que la CENI fait, c'est pour le bonheur de sa majorité. Alors, nous regardons, c'est pourquoi j'avais dit, si on avait gagné devant le dialogue, hein, le président de la République ne sera pas là. Attendez, mon raisonnement, il ne sera pas là. On met un président provisoire qui doit organiser les élections. S'il n'est pas capable, nous pouvons maintenant mettre un président par consensus qui va respecter un délai que nous allons tous nous accorder. À ce moment, nous allions changer la CENI que vous voyez aujourd'hui. Mais cette CENI est de la majorité. Vous comme vous êtes là, l'opposition va gagner quoi avec cette CENI? La CENI, ce sont des scénarios qu'elle est en train de faire. Petite question, Gabriel Mokia, parce que par cet accord, finalement, nous aurons une transition, il y aura partage de pouvoir également, oui. Alors il y aura des postes qu'on va confier à l'opposition. On a déjà compris que la primature reviendra alors à l'opposition. Gabriel Mokia, parce que vous aviez rempli le bus, n'allez-vous pas composer un gouvernement qui va sortir pour aider le pays à pouvoir organiser des élections à temps? J'avais dit que si je vais composer dans ce gouvernement, qu'on me donne les postes de vice-premier ministre, ministre d'État, chargé de la défense, sécurité du territoire et ordre public. Et tout le monde a dit, oh non, vous allez aller envahir les Rwanda et l'Ouganda. Je me suis tué. Je reste là qui travaille. Parce que si on trouve que Mokia c'est pour aller envahir les Rwanda et l'Ouganda, c'est la peur, la crainte, tant mieux. Donc c'est que les Congolais n'aiment pas quelqu'un qui veut les dédouaner de l'occupation, de l'élimination des peuples rwandais. Merci beaucoup. Ensemble, garantissons la promotion de la mobilité des personnes aveugles et malvoyants et l'un de leur inclusion. Tel a été le thème retenu par la République démocratique du Congo pour garantir les droits des personnes vivant avec handicap. Suivant à cet effet le message de la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire à déplacer. Jean-Pierre Djodji. Mes chers compatriotes, cette journée est célébrée en République démocratique du Congo sous le thème « Ensemble, garantissons la promotion de la mobilité des personnes aveugles et malvoyantes et l'un de leur inclusion ». Ce thème constitue une interpellation, un défi majeur à relever au profit de nos compatriotes aveugles et malvoyants, celui de développer des mécanismes nécessaires afin de leur rendre une mobilité adaptée à leurs conditions et de leur permettre à mener une vie autonome en participant à tous les aspects de la vie courante. C'est ici l'occasion de saluer les efforts considérables déployés par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour la promotion de nos compatriotes souffrant de diverses formes de handicap. C'est dans ce cadre qu'il a promulgué à date du 7 juillet 2013 la loi autorisant l'adhésion de la République démocratique à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à son protocole facultatif. Et le 14 septembre 2015, le chef de l'État a signé l'instrument d'adhésion à cette convention ainsi qu'à son protocole facultatif, lequel a été déposé au siège des Nations Unies à New York le 30 septembre 2016. Mes chers compatriotes, conformément à la feuille de route de mon ministère, j'ai pris à bras le corps la question de l'handicap dans ses différentes formes. Du 2 au 4 juin 2016, le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, a organisé sous le haut patronage du chef de l'État les États généraux sur la situation des personnes handicapées en République démocratique du Congo.
Ces états généraux sur la situation des personnes handicapées démontrent à suffisance mes actions ultimes dans la recherche durable sur la question du handicap. Vous nous excuserez qu'on revienne à l'Assemblée nationale une fois de plus pour parler de la question orale avec débat qui a été adressée au ministre de la Justice et des Droits humains, et ce, en rapport avec la détention de la double nationalité par un certain nombre de Congolais, membres des institutions publiques de la République démocratique du Congo. Cette question orale émane du député national de Toussé Alonga, Fred Soumaïli. Il y a plusieurs de nos compatriotes qui se disent congolais, mais qui sont détenteurs de double nationalité. Ils sont au gouvernement de la République, ils sont au Parlement de la République, ils sont dans plusieurs autres institutions de la République, mais également au niveau des fonctions publiques. Nous ne pouvons pas comprendre qu'une question aussi importante comme la question de la nationalité, alors que le Constituant de 2006 a déjà fixé le principe que la détention de la double nationalité est interdite au Congo. Non seulement que l'article 10 de la Constitution est violé, mais également les dispositions de la loi pénale, notamment en ce qui concerne l'article 124 et 126. Ces gens-là, ils siègent avec nous au Parlement, ils sont au gouvernement, ils sont ailleurs. La question fondamentale est celle de savoir, allons-nous encore dialoguer à ce qui concerne la question de la nationalité? Nous disons non. Ainsi, comme député national, nous avons déposé cette question au Parlement. Parce qu'en 2006, il y a eu un moratoire malheureux en violation de la Constitution pour essayer de couvrir cette question. Soit nos amis qui sont détenteurs de double nationalité, ils doivent choisir soit de rester congolais, soit de rester belges, français ou je ne sais quoi. Finalement, nous ne pouvons pas accepter que dans ce pays, au moment où nous crions le respect de la Constitution, nombreux parmi eux, qui sont même les chefs des partis politiques, qui sont détenteurs de double nationalité, mais ils dirigent les partis politiques au Congo. Ce qui se passe au Congo, dans mon pays, en RDC, ne peut être accepté ailleurs. La représentante du chef de l'État, Janine Mabunda, a clôturé ce vendredi 14 octobre 2016 les travaux de la conférence sur l'état de mise en œuvre du comité conjoint République démocratique du Congo et Nations Unies sur la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. Suivant ce reportage d'Alenoka, Laetitia Louvoiseau et Véambata. Les travaux de la conférence sur l'état de la mise en œuvre du communiqué conjoint entre le gouvernement de la RDC et les Nations Unies sur la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit se sont clôturés hier à l'hôtel Fleuve Congo avec plusieurs résolutions de la lutte contre les violences sexuelles et c'est en présence de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU. Dans ces résolutions, il a été décidé de maintenir la politique de tolérance zéro contre les violeurs, mener une campagne de sensibilisation de la population contre les violences sexuelles, la mise sur pied d'une commission spéciale de lutte contre les violences sexuelles. La représentante personnelle du chef de l'État chargée contre les violences sexuelles, Janine Mabunda, qui a clôturé cette conférence, s'est dit satisfaite de mesures du président de la République contre les violences sexuelles. Ces mesures ont donné de bons résultats à travers le pays. Cette réelle ambition d'être ensemble pour faire face à cette question, on voit avec 50% de baisse que c'est possible, mais comme je le dis, ce n'est pas moi ou ce n'est pas Madame Bangoura ou le représentant de la MONUSCO tout seul, c'est tous ceux qui nous accompagnent et qui sont avec nous et qui, de façon peut-être moins visible, moins médiatique, avec des moyens logistiques plus difficiles, font avancer les choses et font bouger les lignes. Ce travail doit se faire de manière conjointe et concertée et doit impliquer tous les acteurs nationaux, internationaux, à tout niveau pour que la RDC puisse continuer ce chemin déjà entamé avec succès.
Ces 3 jours furent également le temps nécessaire d'une réflexion sur les réalisations prioritaires à venir. Une feuille de route a été tracée. Les jalons d'une stratégie future et commune ont été définis et la famille des Nations Unies continuera à soutenir les initiatives et efforts pour la mise en place de cette stratégie, malgré les défis nombreux qui nous attendent. Cette conférence a bénéficié de l'appui du gouvernement de la République, la MONUSCO et le PNUD, une synergie pour indigner les violences faites à la femme. Gabriel Mokia, la question de la double nationalité, en 2006, elle a été posée par le député national à son temps, José Makila, et resté en moratoire, parce qu'à l'époque c'était le président Caméré qui conduisait alors les travaux de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, on revient à la question, et là, c'est aussi Alonga qui revient à la charge. Il pose le problème. Il invite maintenant le ministre de la Justice et des Droits humains de pouvoir dire maintenant à la nation pourquoi cette question n'est pas réglée, pourquoi on doit avoir des personnalités qui ont de doubles nationalités. Bon, je crois que c'est un dossier qui... Le ministre de la Justice ne sera pas compétent pour régler ce dossier. C'est un dossier lourd. S'il y a un changement dans notre pays, c'est à ce moment que nous pouvons poser ces problèmes et on aura l'issue favorable. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est inondé par des étrangers. Double nationalité aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Ce sont ces gens-là qui œuvrent. Ils se protègent peut-être, hein? Ils se protègent parce qu'on sait qu'on a toujours été protégé par un ami de même nature. Alors, moi je crois que tout ça, Alonga, mon jeune frère, il est allé vite, en besoin, il ne va pas s'en sortir. Parce qu'il sera bloqué comme... il parle avec qui? Il parle avec les mêmes gens au Parlement. Il parle avec qui? Il va parler, il va accuser les mêmes gens qui sont au gouvernement. Alors donc, c'est un monde à l'envers. Mon jeune frère, il sera débouté de la même façon qu'on avait bloqué l'autre jeune frère, qui ça, José Makila. Ce sont mes jeunes frères, mais ils font un travail de qualité, mais dommage qu'ils ne savent pas dans quelle porte ils sont en train de toquer. D'accord. Un centre de ressources pour les médias a été inauguré ce vendredi 14 octobre 2016 par l'ONG Journalistes en danger. Ce centre se trouve sur l'avenue Niembo, numéro 21, dans la commune de Lagombe. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs invités, dont les journalistes. Suivant ce reportage de Jacques Kalonji et Chobik Kassiama. Désormais, la presse quinoise a un cadre de travail. La mise en place du Centre des ressources pour les médias, CRM en sigle, est effective. Initiative de l'organisation non gouvernementale Journalistes en danger avec l'appui de l'USAID. La cérémonie d'inauguration de cette nouvelle structure a eu lieu ce vendredi 14 octobre sur l'avenue Niembo numéro 21 au quartier Sosimat dans la commune de Lagombe devant un parterre d'invités, personnalités politico-administratives, partenaires à la presse, organisations professionnelles et des journalistes. Ce centre découle du programme pour le développement du secteur des médias en RDC, explique Chivis Chivwadi, secrétaire général de GED. C'est un programme important, ambitieux, qui vise effectivement à doter le secteur des médias des moyens qui puissent permettre à ce que nos médias ou le secteur des médias soit un secteur puissant, indépendant et professionnel. Et pour cela, nous pensons que ce cadre ici, le centre, c'est un lieu de rencontre pour les journalistes, un lieu de formation, un lieu d'information où les journalistes peuvent venir ici et avoir accès notamment à l'Internet, avoir accès notamment à une bibliothèque où ils peuvent faire des recherches. Ici, ils peuvent avoir toutes les informations dont ils ont besoin en ce qui concerne les lois qui dirigent ou qui organisent le secteur des médias. Donc c'est vraiment la maison de la presse. Un geste louable, dixit le président de l'Union nationale de la presse du Congo, ville de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba. C'était un encouragement. Et j'ai salué tout à l'heure la sollicitude de partenaires, l'USAID Internews,
Et nous allons continuer à mobiliser comme ça suffisamment de partenaires pour que les journalistes aient les moyens de faire leur travail correctement. Ce n'est pas un endroit où les journalistes viendraient faire de la politique, du militantisme. Non, c'est pour faire de la recherche, de la documentation pour leurs médias. Le Centre des ressources pour les médias est doté de matériel destiné aux journalistes, notamment un studio de production audiovisuelle pour la radio et vidéo, un cybercafé, des machines d'impression, une salle de réunion et une bibliothèque, une véritable maison de la presse. Le patriarche Antoine Gizenga vient de totaliser aujourd'hui 91 ans d'âge sur cette terre d'hommes. Des hommes plutôt, sa famille biologique et politique lui ont organisé plutôt une réception en son honneur le samedi 8 octobre 2016 dans sa résidence privée de Montfléry dans la commune de Ngaliema. Lydie Loufladio pour le reportage. Cette cérémonie d'anniversaire riche en couleurs a été organisée en l'honneur du patriarche Antoine Gizenga qui a totalisé 91 ans d'âge. Cette icône de la scène politique congolaise a saisi cette occasion pour lancer un appel vibrant à la classe politique et au peuple congolais à cultiver la paix et l'unité nationale. Tout s'est passé dans une ambiance de convivialité et de joie parfaite que le patriarche a soufflé sur sa 9e bougie. L'honorable Botaki, les membres du Conseil général du Palou, a remercié tous ceux qui ont rehaussé de leur présence dans cette cérémonie. Chers camarades, je saisis l'occasion, en tant que l'un des pères de l'indépendance encore en vie, pour vous dire un mot sur ce à quoi j'ai confié plus de la moitié de ces 91 ans, à savoir la lutte pour le bien-être de mon peuple, le peuple congolais. Aujourd'hui que la République est une fois encore secouée par les risques de séparatisme et des troubles sociopolitiques, j'en appelle donc à nous unir autour d'un idéal commun, la paix, l'unité et le bien-être du peuple congolais. Signalons que quelques personnalités ont rehaussé de leur présence dans cette réception. L'orchestre Africa Jazz a agrémenté cette soirée riche en couleurs. Là, c'est l'anniversaire d'Antoine Gizenga, Gabriel Mokia. Bon, nous parlions pas longtemps du dialogue, parce que c'est aujourd'hui, nous avons dit, on clôture les travaux. Vous aviez pensé qu'on respecterait l'esprit de l'article 75, 75 alors. Apparemment, comme si on va rester dans l'interprétation de la Cour constitutionnelle sur l'article 60, le chef de l'État en fonction reste jusqu'à l'organisation des prochaines élections, jusqu'à ce qu'on aura son successeur. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui, c'est là où il y a débat. On n'indique même pas la date où sera organisées les élections, Gabriel Mokia. Ça vous dit quoi? Merci. D'abord, je présente bon anniversaire au vieux Gizenga. 91 ans. 91 ans, c'est son vieux de l'indépendance. Hein. Bon, encore une fois, bon anniversaire, que Dieu te protège. On a encore besoin de lui et de Tshisekedi, le Boboli Golokonga et tant d'autres. Voilà. Hein, pour sécuriser la politique d'aujourd'hui. Nous, les jeunes qui viennent, pour les remplacer d'une manière correcte. Alors, vous parlez de l'article 60. La souffrance de l'application maintenant de l'article 75. Cela, ça se fait sciemment, messieurs les journalistes. Suivez-moi très bien. Ça se fait sciemment. Vous savez, on a trop de licences et de doctorats dans notre pays, mais peu d'intelligence. On aime crier de l'alternance, de la démocratie, mais on ne comprend pas qu'est-ce qu'est la démocratie ni de l'alternance. C'est une analyse personnelle. Parce que ceux qui sont au Mongalema, ils ne sont pas bêtes, ce sont des gens qui ont fait de bonnes études. Mais quand les gens se lèguent pour piller la Constitution dans ces articles, piller,
qu'est-ce que nous pouvons conclure par là? Que nous-mêmes, nous n'aimons pas notre territoire national. Nous n'aimons pas la Constitution. La Constitution, ça sert seulement comme marche-pied pour certaines personnes de demeurer au pouvoir. Une fois qu'on veut que la Constitution reste pour que d'autres puissent passer là-bas, là, on devient des ennemis, on ne peut pas le faire. Parce que ce qui se passe tout de suite, on veut violer l'article 75, qui doit sécuriser... Déjà, on ne va plus le respecter, Mokia. Pas on veut. Ça veut dire qu'on ne va plus respecter. On n'a pas encore signé l'accord, c'est pourquoi j'ai dit on veut. N'est-ce pas? Dès qu'on va signer, nous allons aller tout droit. On a violé. On avance. Alors maintenant, la date n'est toujours pas indiquée. La date où on devra organiser les élections, ce n'est pas indiqué. Les gens ont peur qu'on risque alors de rester pendant longtemps possible sans connaître les élections. Si on n'a pas pu respecter la Constitution, vous pensez qu'on aura peur de respecter simplement l'accord qu'on aura signé? Non. Je dis depuis 2014 que moi, j'ai parlé de l'organisation des élections, des débits de l'organisation des élections. Mais les PPRD majorité, ils ont fait ça sciemment, ils ont tout caché l'argent. Voilà, tout a commencé par là. D'abord, ils ont vidé l'argent de l'État, ça quelque part. On est resté coquille vide, avec des difficultés. Maintenant, la CENI a commencé à se plaindre pour le problème des moyens pour pouvoir amorcer comment on va commencer à organiser les élections. Il n'y a pas idée. 2014 est passé, 2015 est passé, sachant que 2016 c'est l'année électorale. Même dans l'année électorale, on n'a pas pu enrôler les nouveaux majeurs. On a caché à cause de l'argent. On a créé des problèmes partout. La CENI a commencé maintenant à faire des défilés pour commencer à enrôler les gens à 2016. Écoutez, il faut être bête pour ne pas comprendre que le pouvoir à place n'a pas voulu organiser les élections d'une manière... totalement délibérée, c'est ça? Délibérée. Bon, après maintenant, si le même gouvernement est allé faire par malice, demander à sa propre cour constitutionnelle de se comporter à gangster, de se rallier qu'à l'article 70 dans son alinéa 2, alors qu'il y a des articles qui balayent à revers de la main l'article 70. Alors, comme ils ont fait ça, les Congolais, nous avons gobé l'humiliation. Nous sommes devenus chosifiés par le gouvernement. Les Congolais sont des gens sans valeur. Moindre erreur, on vous fout en prison à raison de tes opinions. Mais eux qui prennent l'argent de l'État sans contrôle, eux qui refusent l'argent de payer les dettes congolais, mais ils réclament seulement parce qu'aujourd'hui, les juges même, ils disent qu'on ne peut pas saisir les biens de l'État, parce que l'État maintenant se couvre par l'appareil judiciaire pour escroquer la population. Merci. Donc je dis, ce n'est pas un Congo. Ce Congo doit être géré par les hommes justes comme nous, les Mokia, pour qu'il y ait un changement. Mais parce que ceux qui ont pris le pouvoir par la rébellion, crois-moi, ils n'ont pas envie de partir. Ils vont commencer à nous tournoyer comme des bêtes. Et on vous donne maintenant la boisson sur les avenues publiques. Vous vous enivrez et le pays va rester qu'en payant les gens à $80 par mois, les Congolais bornés. Merci Gabriel. Les Congolais humiliés. Alors suivons à présent plutôt ceux qui ont été les obsèques de l'ancien président de la République, Arthur Zaïdi Ngoma, dans ce commentaire que nous propose Marie Mbongo. Rapidement. Arrivé hier jeudi 13 octobre dans la soirée, la dépouille de l'ancien vice-président de la République, Zaïdi Arthur Ngoma, a été exposée au hall du Palais du Peuple en présence de plusieurs personnalités politiques et quelques témoignages lui ont été rendus. Présent à la cérémonie, le chef de l'État, Joseph Kabila, a décoré les Luttes disparus au titre posthume dans l'ordre national des héros nationaux, Kabila Lumumba au rang de grand officier. Pour ces bons et leurs services rendus à la nation, plusieurs personnalités politiques ont déposé des gerbes de fleurs. Il faut aussi rappeler que les enfants de l'élus disparus étaient aussi présents à la cérémonie. Le vice-président Arthur Zaïdi Ngoma est décédé le 5 octobre à Paris. C'est demain samedi 15 octobre 2016 qu'aura lieu l'inhumation après la messe qui sera dite dans le hall du Palais du Peuple. Arthur Zaïdi Ngoma, au-delà de la politique en RDC, a longtemps œuvré à l'UNESCO dans le monde de la culture.
Gabriel Mokia, généralement je parle de la vanité comme j'évoque un philosophe que moi j'aime bien, Héraclite de Fès, tout coule, tout passe. Quand je vois les images de Zaïd Ngoma, je me rends compte que je n'ai pas tort. Zaïd Ngoma est parti. Quel souvenir vous gardez de Zaïd Ngoma et quelles leçons vous tirez à chaque fois lorsque vous voyez des hommes disparaître de ce monde? Paix à son âme. C'était un vieux que je connaissais. Personnellement, je causais avec. Il m'appelait toujours président. Notre président Mokia. Je tire une leçon que quand on est dans les affaires, respectez les peuples que vous êtes à tête de gouverner. Respectez les biens publics. Vous allez vous respecter aussi vous-même. Parce que nous avons une centaine d'années. Je crois que Zaïd Ngoma n'a même pas atteint 100 ans. Mais il est parti. 69. Mais maintenant, à 69 ans, il est parti. Moi, j'ai une soixantaine d'années. C'est-à-dire que ceux qui gèrent, comme ils sont en train d'habituer de prendre de l'argent, vous allez tout prendre de l'argent de la République et garer ça quelque part. Voilà les conséquences. Les jours de ta mort. Tu ne feras même pas le temps, tu vas partir. Cet argent va rester là-bas. Ce sont les Mindele qui vont prendre ça. Vous voyez seulement l'exemple de tous les dictateurs qui sont passés. Aucun pays au monde n'a pu récupérer l'argent garé par les dictateurs quelque part. Donc c'est pourquoi je termine là en disant que le gouvernement et ceux qui gèrent le pays qui se servent de l'exemple de Zaïd Ngoma. Il était dans le bis que moi j'avais rappelé pour le dialogue. Hein? Et il a laissé le bis sans carburant au Mongalema. Il est parti. Il est rentré vers l'Internet. Alors ceux qui créent des désordres aux autres, des arrestations, des tueries, voilà Zaïd Ngoma est parti. Gabriel Mokia. Il n'y a pas quelques semaines qu'on était ensemble avec Zaïd Ngoma. Le message est parti. À chacun de tirer une leçon. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons répondre à notre appel ce soir. Nous sommes pratiquement à la fin du journal rétrospectif de ce dimanche 16 octobre 2016. Journal que nous avons reçu pour vous, Gabriel Mokia, le président national du MDECO. Et voilà, avec lui, on a analysé les questions d'actualité diffusées durant la semaine sur le canal Kin Télévision. Nous sommes à la fin. Nous disons au revoir et à la prochaine.